Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri, très heureuse de vous recevoir encore aujourd'hui et je suis en compagnie de ma partenaire, Mademoiselle Audrey. Bonjour tout le monde, c'est toujours moi, elle n'a pas changé de partner, je vous le confirme. Je trouve ça vraiment fantastique, mais on a très hâte de parler de l'histoire de vie d'aujourd'hui. Fait que j'aimerais vous présenter Nathalie qui vient parler de la violence conjugale. Écoutez ça parce que c'est vraiment une très belle histoire. Bonjour Nathalie, ça va bien? Allô Nancy, allô Audrey, ben oui, ça va bien, ça va toujours bien. Est-ce que tu pourrais te présenter, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et tout ça avant qu'on commence ton histoire? Oui, je suis Nathalie Trottier, je suis sur la rive sud de Montréal, à la Prairie. Je suis conférencière, artiste peintre, porte-parole de Transit Secours Région de Montréal et experte de vécu à tragédie et survivante de violences conjugales. Wow, vraiment. Fait que j'aimerais qu'on commence en parlant de ton histoire à la période où tu as rencontré ton conjoint. Tu avais quel âge? Oui, ben en fait, j'étais une adolescente, j'avais 16 ans et lui était un ado aussi de 17 ans. Donc, on avait le même âge. Ben, à 16 ans, on ne se cachera pas, on rêve au prince charmant. Puis, ben, moi, je pense avoir trouvé le prince charmant, en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des comportements spéciaux que tu détectes à partir de ce temps-là ou vraiment rien, il est vraiment sur son beau cheval? Bien, j'aime l'image, je dis souvent ça, sur son beau cheval blanc. Ben, écoute, au début, non, tu ne vois pas venir ça parce que la violence conjugale, c'est très, très sournois. C'est pas disons, les comportements négatifs sont pas là du jour au lendemain. Ben, en tout cas, pour ma part, au début, c'était vraiment un gentleman, un homme toujours au devant, charmant, gentil avec tout le monde, drôle. Écoute, c'était vraiment l'image du bon gars, du bon gendre pour dans la famille. Donc, puis, ben, tu sais, on dit l'amour rend aveugle. Ben oui, l'amour rend aveugle, mais les débuts de la violence, premièrement, ça commence toujours par de la violence psychologique, verbale, mais c'est pas au début, tu sais. Au début, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. Ben, la lune de miel peut être là pendant un certain temps, là, avant de basculer dans une autre étape là, plus négative. Fait que toi, tu dirais que ça a pris à peu près combien de temps avant que aujourd'hui, tu saches que c'était des comportements qui étaient peut-être pas acceptables, mais pas peut-être que tu réalisais quand même pas dans la situation? Bien, en fait, c'est sûr qu'aujourd'hui, si je regarde ça d'une vue d'ensemble, c'est sûr que je les vois, là, les petites lumières rouges, là, ce que j'appelle les lumières rouges, puis ça, j'aurais dû, comment ça, je ne l'ai pas catché, je ne l'ai pas comprise. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en amour. Donc, ces choses-là, on ne les voit pas au début. Pour n'importe quelle relation, une relation saine et égalitaire, même au début, on ne les voit pas, les défauts du conjoint avec qui on commence à se côtoyer, puis à apprendre à se connaître, etc. Donc, on ne les voit pas. C'est sûr qu'après, on les voit vus de l'extérieur, mais ceci dit, je te dirais que les premiers sons de cloche, les premières lumières rouges, c'est, disons, plusieurs mois après du début de notre fréquentation. Là. Je te dirais un bon 6 mois pour ma part, pour mon expérience à moi. Dans d'autres situations de d'autres personnes, ça peut être assez rapide. Là. On peut voir ces lumières-là assez rapides, mais moi, c'était plus long. Puis j'ai eu le temps d'être très, très, très en amour par-dessus la tête, comme on dit. Fait que cette relation-là, elle a duré quand même un certain temps. Oui, 25 ans. 25 ans. Ouais, Qu'est-ce que ça avait de l'air ta vie au quotidien?
Bien, écoute, je te dirais que 25 ans, c'est long, premièrement. Donc, tu sais, au début, c'est pas la même chose au quotidien que moi, j'ai 3 enfants. Donc, bon, ben, au début, tout s'est fait quand même assez rapidement. Tu sais, on s'est rencontrés, j'avais 16 ans. À 17 ans, j'étais en appartement avec lui. 6 mois plus tard, je tombais enceinte. À 19 ans, j'accouchais de mon premier enfant. Puis à 23 ans, j'étais maman de 3 enfants. Donc, ça s'est fait très rapidement dans le temps. Mm. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'à travers ça, ben, il y a eu des scénarios, il y a eu de la violence psychologique, il y a eu du dénigrement. Mais quand ça commence, tu es déjà dans une forme d'emprise, tu es déjà en amour et la manipulation de ces personnes-là, c'est vraiment de faire de la projection puis de dire, ben ouais, mais tu sais, si tu n'avais pas dit ça, ben j'aurais pas dit ça. Puis si tu n'avais pas fait ça, ben fait que tu finis par croire que c'est ta faute, même si aujourd'hui, ben, je sais très bien que ce n'était pas de ma faute. Je donne souvent comme exemple, c'est pas un exemple qui m'est arrivé, mais c'est concret pour imaginer, dans le fond. Tu sais, c'est comme le mari arrive de travailler, tu n'as pas fait la vaisselle, une chicane éclate, puis finalement, ben, il te rentre dans le mur, puis ça finit par un serrage de bras, puis de te faire prendre à la gorge, puis après ça, ben, il vient s'excuser, il pleure, je m'excuse, j'ai perdu le contrôle. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence conjugale, ce n'est pas une perte de contrôle. C'est une prise de contrôle sur l'autre. Mm. Et ça m'a pris du temps avant de le comprendre. On l'excuse. Il a perdu le contrôle, il était fatigué, les enfants étaient bruyants, patati, patata. Fait lui, il rejette la faute sur toi, mais toi, tu l'apprends puis tu y crois que c'est de ta faute. Mais en bout de ligne, une personne saine ne te rentrera pas dans le mur, ne te serrera pas les bras parce que tu n'as pas fait une vaisselle. Il n'y a pas de logique là-dedans. Mais quand on le vit, on finit par croire que c'est de notre faute. Ben, j'aurais dû faire la vaisselle, puis si je l'avais faite, ben, il ne serait pas arrivé ça, puis il ne se serait pas fâché. Mais ce n'est pas ça la réalité. Donc, Vraiment. Est-ce qu'au niveau de ton entourage, justement, ils t'ont dit quoi que ce soit, comme quoi qu'ils voyaient la situation ou eux autres même ne voyaient pas la situation avec ton conjoint? Ben, tu sais, au début, ils ne le voyaient pas parce que c'est un charmeur. Tu comprends? Donc, tout le monde était sous le charme de c'est un bon gars, gentil, etc. Donc, au début, ils ne le voyaient pas. Mais je dirais que ma famille a fini par s'en rendre compte petit à petit, dans le sens que plus on avançait dans le temps, plus il m'isolait de mes amis, de ma famille. Donc, ma famille, plus ça allait, moins ils me voyaient. Et ben là, hein, tu sais, là, on ne t'a pas vu, ça fait 6 mois, puis là, on aimerait ça, tu sais. Puis à chaque fois, tu trouves des défaites, parce qu'au début, il ne dit pas, je ne veux pas que tu ailles voir ta famille, il ne dit pas ça. C'est beaucoup plus sournois que ça. C'est, ben moi, tu sais, ta famille, je ne les aime pas bien, pour rester poli. Donc, vas-y, va les voir, mais moi, je n'y vais pas avec toi, je garde, c'est pas ma famille, c'est la tienne, mais vas-y, moi, je ne t'empêcherai pas d'y aller. Donc, ben, tu y vas, mais quand tu reviens, monsieur fait la baboune. Là, tu te demandes pourquoi il fait la baboune. Bien là, n'importe quoi, n'importe quel prétexte va être un prétexte pour que ça éclate. Et là, ben là, il va finir par dire, ben c'est ça, tu aimes plus ta famille que moi, puis là, gros chicane éclate. Et après ça, ben, tu y penses à 2 fois avant de retourner voir ta famille, parce que tu te souviens que la dernière fois que tu es allé, ben, il y a eu cet événement-là qui a explosé. Et inconsciemment ou consciemment, ben, tu te retires puis tu y vas de moins en moins les voir. Puis des fois, ben, tu y vas pas parce que tu as des bleus sur les bras, puis tu as honte, puis tu veux cacher. Puis, tu sais, c'est tout, c'est vraiment très insidieux, là. C'est tout ça. Fait que, à la longue, c'est toi-même qui se retire d'aller voir tes amis, ta famille, ton entourage. Puis après ça, ben, il va te le remettre sur le nez parce qu'il va te dire ben, je t'ai jamais empêché d'aller voir ta famille. Mais non, mais tu l'as fait sournoisement en faisant des crises quand je revenais d'aller voir ma famille. Donc, c'est ça que souvent,
la famille ou l'entourage ne comprennent pas. Puis moi, j'ai juste envie de vous dire une chose très importante, c'est que ne laissez pas la personne s'isoler. Gardez le contact, appelez-la, puis tu sais, vous allez voir, là, elle va changer, son caractère va changer. Elle va dire, oui, j'y vais au souper de filles, ça va être le fun, puis à la dernière minute, elle va appeler son amie, puis elle va dire, ben, regarde, si je ne peux pas y aller, j'ai mal à la tête, ça ne va pas, tu vas inventer n'importe quelle raison. Mais c'est tous ces petits détails-là qui font que l'entourage voit que tu as changé, que tu n'es plus la même, que tu souris presque plus, que tu as toujours une raison pour ne pas y aller. Mais l'important, c'est ne laissez jamais cette personne-là, que ce soit votre soeur, votre fille, votre meilleure amie, votre collègue de travail, vous voyez qu'elle a changé, mais laissez-la pas s'isoler parce que c'est le début de la fin à ce moment-là. Parce que quand tu n'as plus personne alentour de toi, que tu es totalement isolé, ben c'est de plus en plus difficile d'arriver à s'en sortir. Mm. Est-ce que toi, tu avais quelqu'un avec qui tu avais gardé contact? Mais en fait, j'ai envie de te dire oui puis non. Je m'explique. Après quelques années, j'ai été isolée complètement de ma famille et de mes amis du départ, mes amis d'école, puis tout ça. Et ensuite, j'ai travaillé à un endroit dans une garderie pendant 7 ans. C'est là que j'ai rencontré ma meilleure amie qui est encore dans ma vie aujourd'hui, qui s'appelle Shana. Et j'ai travaillé là 7 ans, puis au bout de 7 ans, j'ai perdu mon emploi à cause de la violence conjugale parce que dans la dernière année, je manquais régulièrement. Il pouvait m'empêcher de dormir jusqu'à 4 heures du matin. Fait que le lendemain, je n'avais pas l'énergie de rentrer travailler, puis j'étais quelqu'un qui adorait son travail, qui était assidu, puis là, je manquais tout le temps. Tu sais, c'est d'autres signes. Je manquais au moins 1 à 2 fois par semaine, ce qui m'arrivait jamais avant. Mon humeur, mon caractère avait changé. Donc, fait que cette personne-là, Shana, quand j'ai perdu mon emploi, à partir de là, on a perdu contact. Puis à partir de là, moi, on a eu une entreprise familiale. Donc, d'avoir une entreprise familiale, ça voulait dire d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant un autre 7 ans de temps avec monsieur. Là, c'était comme, pour imaginer ça, là, aujourd'hui, c'était comme, j'ai été confinée 7 ans de temps, à quelque part. Tu sais, je ne pouvais pas aller magasiner toute seule, je n'avais plus d'amis. Si j'allais magasiner, ils venaient avec moi, je choisissais mes vêtements. Tu sais, j'avais pas de liberté, pas de permis de conduire. Donc, tu sais, c'était vraiment... Aujourd'hui, on peut vraiment comprendre comme un confinement, là, de voir personne, puis d'avoir juste les enfants, puis les amis des enfants. Bon. Et un jour, je suis partie. En fait, je suis allée 8 fois en maison d'hébergement et dans ces 8 fois-là, à un moment donné, je suis partie. Puis, moi, il arrivait une explosion de chicane. Je me sauvais en courant. Et une journée, j'ai pris le téléphone dans un centre d'achat, puis j'ai rappelé mon amie Shana, qui, ça faisait 5 ans que je l'avais pas, qu'on ne s'était pas parlé. Pardon, qu'on ne s'était pas parlé, pas vu. Et en répondant, elle m'a dit « Allô, Nathalie, comment ça va? Wow, je suis contente de te parler. » Puis moi, j'ai juste éclaté en sanglots. Je suis partie à pleurer, pas capable de parler, la honte, puis elle m'a dit, tu vois, à chaque fois que je le raconte, ça vient me chercher. Elle m'a dit, t'es où? Je m'en viens te chercher. Wow. Après 5 ans, moi, je n'osais pas appeler parce que je me disais, elle va me dire, là, t'es dans le trouble. Elle va peut-être me raccrocher à la ligne au nez. Là, j'étais dans des scénarios. Là. Puis finalement, tout ce qu'elle m'a dit, c'est t'es où? Je m'en viens te chercher. Fait que moi, j'ai envie de dire à tout le monde, là, soyez la Shana dans la vie. D'une personne que vous soupçonnez qui vit ça. Puis la journée qu'elle va être prête, puis qu'elle va vous appeler, vous allez dire, t'es où, je m'en vais te chercher. C'est précieux, ça. C'est très précieux. Puis, dans le non-jugement, toujours, dans le non-jugement. Oui. Puis la première fois que tu as décidé de partir, puis d'aller dans un centre d'hébergement,
Qu'est-ce qui a déclenché ça? Bien, écoute, en fait, moi, je ne savais pas que les maisons d'hébergement existaient. Et une journée, je me rappellerai toujours, c'était à l'automne. C'était la même fin de semaine qu'on vient de passer, de la fête du travail. C'était ce long week-end-là, c'est cocasse, hein? ce long week-end-là. Et bref, il est arrivé un événement. Monsieur a essayé de m'étrangler. Et quand il m'a lâché, j'étais tellement sous le choc que dès qu'il a quitté la pièce, je suis partie à courir. Je suis sortie à l'extérieur, j'étais nu-pieds, je n'avais pas de souliers. Il faisait quand même froid, 10-12 degrés, puis je courais, j'étais en état de choc, en choc post-traumatique, comme on dit. Et il y a des policiers qui sont venus à ma rencontre, qui ont bien vu que j'étais en détresse, que je pleurais, que j'étais complètement désorientée. Et là, ils m'ont demandé, Madame, est-ce que ça va? Puis je faisais juste non de la tête, je n'étais pas capable de parler. Ils ont compris, ils ont dit, voulez-vous qu'on aille vous conduire à la maison? Et là, je me suis mis encore plus à trembler et à faire non de la tête. Fait que là, ils ont vraiment compris. Et ils m'ont dit, écoutez, venez avec nous, on va vous aider, on va vous emmener à un endroit où est-ce que vous allez être bien puis en sécurité. Puis ils m'ont emmené dans une maison d'hébergement et c'est comme ça que j'ai appris que ça existait. Qui était à Longueuil, le Carrefour pour elle, qui est la première, soit dit en passant, maison d'hébergement au Québec. Donc, c'est là que je suis allée. C'est comme ça que j'ai dit. Puis là, après ça, j'imagine qu'on a un côté culpabilité parce que tu es parti tout seul, j'imagine. Fait que là, c'est quoi le sentiment qui a fait que tu as décidé de retourner? Bien, écoute, c'est la peur. La peur parce que j'ai passé une nuit à la maison d'hébergement. Fait que donc, c'était, mon Dieu, là, il va s'imaginer n'importe quoi, ou il va rentrer dans des scénarios, tout le kit. Donc, j'avais peur. J'avais peur pour la sécurité de mes enfants, évidemment, qui étaient beaucoup plus jeunes à ce moment-là, mais moi, j'avais juste sorti pour sauver ma peau, là. À ce moment-là, tu n'y penses pas, là, tu sais. Et bien, évidemment, tout ça a fait en sorte que je suis revenue à la maison assez rapidement. Donc, mais à partir de là, c'était en 2001, ben là, je savais que ça existait, les maisons d'hébergement. Je savais que s'il y avait une explosion, ben je pouvais m'en aller puis aller dans une maison d'hébergement. Parce que pour moi, oui, je suis allée à 8 reprises, mais que ce soit une fois, 2 fois ou 8 fois, à un moment donné, ça va être la bonne fois. Puis peu importe que ça prenne... que moi, il y a eu entre 2001 et 2012, l'année que je me suis réellement choisie, bien, il s'est passé quand même 11 ans. Là, mais à chaque fois, je revenais en grosse partie pour mes enfants, parce que j'avais peur pour leur sécurité, puis pour la mienne aussi. Puis je revenais, puis en même temps, j'étais tellement détruite mentalement, perdu tous mes repères, plus d'estime de moi, mais qu'est-ce que je fais si je ne reviens pas avec lui? Je vais être capable d'arriver monétairement à élever mes enfants une semaine sur 2, il va leur jouer dans la tête, je suis peut-être mieux de rester puis d'être là pour les protéger, mais en même temps, il n'y avait pas de solution parfaite, en fait. Mais je dis, sur ça, je dis quand même à tout le monde, attendez pas 25 ans, là, allez chercher de l'aide, puis vous allez vous en sortir. Ouais. Dans ta grosse période de détresse, je crois que tu as eu des tentatives de suicide, non? Oui, oui, en fait, oui. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Ben, heureusement, je suis encore ici aujourd'hui, hein, avec le sourire maintenant. Mais tout ça pour dire que quand on est dans ce tourbillon-là, quand on se fait rabaisser tout le temps, puis en même temps, ben, une journée, tu te fais rabaisser, puis le lendemain, ben, tu te fais mettre sur un piédestal, tu es la plus belle, tu es la meilleure, tu es ci, tu es ça, mais 3 jours plus tard, ben, tu tombes encore de ton piédestal. Ben, tu as l'impression, en bout de ligne, de devenir folle. Ben là, il est tellement gentil quand il est gentil que ben, ça doit être de ma faute quand il devient méchant. Fait que je remets encore une fois en question. Puis, à un moment donné, ben, ma souffrance était tellement grande
que moi, ma vie, là, toute ma vie, là, c'est mes enfants, comme bien des mamans, là, l'amour inconditionnel. Mais cette douleur-là, cette souffrance-là, cette détresse-là que je vivais au quotidien était plus grande. Elle dépassait l'amour inconditionnel. Je peux comme pas croire que je le dis. Quand je le dis, mes oreilles l'entendent, mais c'était ça. J'avais l'impression que la seule façon, dans le fond, je ne voulais pas mourir, je voulais arrêter de souffrir. Je voulais retrouver ma joie de vivre, mon sourire. Je ne voulais plus me coucher en pleurant, me lever en pleurant, puis entre les deux, pleurer. Puis une autre journée, ben cette journée-là elle est bonne, il est gentil, on rit, on chante, on a du plaisir, on joue au basket avec les gars. Mais le lendemain, ça recommence encore tu ne sais plus sur quel pied danser, tu marches sur des œufs. Aujourd'hui, ça va-tu être une bonne ou une pas bonne? Puis une journée, ben, j'ai réalisé que sur 7 jours, ben, je pouvais à peine sourire 2 jours, puis 5 jours de souffrance et de pleurs et de détresse et de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Puis à un moment donné, ben, tu te dis, ben, je vaux rien, puis j'ai juste envie de mourir, puis tu essaies de, tu passes à l'acte, puis ben, c'est très difficile de passer à travers ça, mais ceci dit, on peut retrouver la lumière au bout du tunnel, on peut retrouver la vie belle, puis on peut se reprendre en main, puis on peut reprendre confiance en soi. Puis aujourd'hui, ben, je vis avec un homme depuis 5 ans dans une belle relation saine et égalitaire. Ça existe. Puis oui, on peut s'en sortir, puis retomber en amour, puis pas toujours être sur nos gardes. Oui, il faut être sur nos gardes parce qu'on est blessé, mais il ne faut pas s'empêcher d'aimer et d'être aimé parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Puis on est ici, je pense, pour ça, pour apprendre à aimer puis à s'aimer. C'est vraiment beau. Puis aujourd'hui, en fait, à ce que j'ai pu comprendre, tu vis un rêve de quelque chose que tu aurais aimé faire depuis un bout. Est-ce que tu veux nous parler de qu'est-ce que c'est exactement? Oui, ben en fait, une des intervenantes à la maison d'hébergement était coach PNL. Puis elle m'avait expliqué qu'est-ce que c'était, le pouvoir des mots. Puis ça m'avait vraiment fascinée, puis j'avais été lire là-dessus, puis je me disais, oh my God, ça me parle, c'est quelque chose, me semble, que j'aimerais faire, là, pour avoir une corde de plus à mon arc quand je vais donner des conférences puis parler aux femmes. Et ben oui, ben là, j'ai fait le saut la semaine dernière, j'ai fait la base de PNL, de programmation neurolinguistique. J'ai déjà réservé mon niveau 2. Donc, voilà, je suis dans ce cheminement-là. Puis, ben, en fait, je le fais pour ma propre satisfaction personnelle, spirituelle, puis professionnelle pour continuer moi-même d'avancer, puis de cheminer, puis de pouvoir apporter encore plus aux femmes de ce côté-là. Ben, je dis aux femmes, là, mais on s'entend qu'il y a des hommes aussi qui vivent ça, puis c'est pas juste les femmes. Donc, je le précise, là, parce que souvent, on me pose la question, mais puis j'en connais dans mon entourage des hommes qui en ont vécu la violence conjugale, mais en prévalence, c'est surtout les femmes qui vivent la violence conjugale, les formes les plus sévères, on va dire ça comme ça. Un gros merci, Nathalie. C'était de un hyper inspirant parce que ton parcours a été en montagne russe, on peut appeler ça comme ça, où est-ce qu'il y a des périodes qui ont été beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais aujourd'hui, de voir que justement, tu es avec un conjoint, que ça va super bien, que tu as recommencé en fait des études pour pouvoir faire de la PNL, donc du coaching en PNL, je trouve que c'est hyper inspirant parce que tu as su relever tes manches, d'attendre en fait que tu sois prête, parce que ça, c'est super important, je pense. C'est quelque chose que tu as dit. Le non-jugement, quand on voit qu'il y a quelqu'un justement qui vit ce genre de situation, être à l'écoute. Le non-jugement, je pense que c'est hyper important. Puis de ne pas forcer, puis que la personne elle le réalise par elle-même jusqu'à temps qu'elle soit prête. Ça peut prendre plusieurs fois, comme toi. Mais tout avec la bienveillance, je pense que tu l'as dit, c'est vraiment ça qui va vraiment aider
les gens autour de vous qui peuvent vivre justement de la violence conjugale. C'est hyper inspirant, Nathalie. J'aurais fait ça, une discussion plus que ce temps-ci, je peux te dire. Donc, c'est hyper, hyper intéressant. Et c'est certain qu'on te reçoit aussi pour parler de tes services. Donc, j'ai super hâte. Donc, un gros merci, Nathalie, pour tous ceux, en fait, qui veulent, par rapport à tes services, par rapport à toi, te contacter. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Donc, juste ici en bas. Donc, vous allez pouvoir aller voir qui est Nathalie et quel service qu'elle offre. Et c'est certain qu'on la reçoit pour ses services. Ça, je vous le confirme.